Jour qui peut être un tournant dans la guerre au Proche-Orient. Les discussions reprennent à Doha entre Israël, les États-Unis, le Qatar et l'Égypte pour tenter de trouver une solution à ce conflit, apaiser aussi les tensions régionales, obtenir un cessez-le-feu et la libération des otages. Sauf surprise, bien sûr, aucun représentant du Hamas n'a été présent lors de cette réunion. Le groupe terroriste souhaite tout simplement l'application du plan Joe Biden. Alors, qu'est-ce exactement que ce plan Joe Biden? Regardez et écoutez les détails avec notre correspondante sur place à New York, Elisabeth Guedel. C'est le plan en 3 phases présenté fin mai par Joe Biden qui doit servir de base à ces nouvelles négociations. Un plan qui prévoit de passer progressivement d'une trêve de 6 semaines à un cessez-le-feu permanent, qui prévoit le retrait par étapes des forces israéliennes de Gaza et puis la libération des otages encore retenus par le Hamas en échange de prisonniers palestiniens détenus par Israël. Selon la Maison-Blanche, le Hamas a accepté ce plan, Israël l'a soutenu, mais après 10 semaines et plusieurs séries de négociations, on est bien loin d'un accord. Le New York Times rapportait cette semaine que Benjamin Netanyahou avait ajouté de nouvelles conditions, ce qu'a démenti le Premier ministre israélien. Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris ont été briefés hier par leur conseiller à la sécurité nationale sur le niveau de tension qui règne au Moyen-Orient, sur le dispositif militaire américain dans la région qui a été renforcé. Les États-Unis, qui sont avec le Qatar et l'Égypte les médiateurs de ces négociations, pèsent tout leur poids avec l'envoi du chef de la CIA, William Burns, à Doha pour tenter de décrocher un accord. Il n'y a plus de temps à perdre, répète l'administration Biden, persuadée que seule la conclusion d'un cessez-le-feu permettrait d'éloigner les risques d'escalade au Moyen-Orient. Et dans le cadre de ces négociations, les premiers éléments semblent assez positifs, puisqu'un porte-parole de la Maison-Blanche a évoqué un début prometteur des discussions. De son côté, John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, nous a déclaré donc que nous sommes à un point où le cadre de l'accord est généralement accepté et où les lacunes à combler concernent désormais sa mise en œuvre. Messieurs, on est sur la bonne voie ou il faut néanmoins se montrer encore un peu prudent? Il faut se montrer prudent, puisque cette guerre dure maintenant depuis plusieurs mois, d'un côté comme de l'autre. On n'a pas envie de céder facilement et on le comprend. Les otages doivent être libérés et les conditions pour la sécurité des populations civiles de Gaza réunies. Moi, il y a quand même quelque chose qui me surprend toujours et qui m'attriste, je dois dire, c'est l'absence de la France dans ces négociations de paix. On a été un pays très d'union au niveau international. On avait le premier réseau diplomatique au monde. Et aujourd'hui, on est aux abonnés absents parce que Emmanuel Macron a changé 100 fois de position sur ce conflit comme sur d'autres, parce que la diplomatie française n'est plus indépendante. Alors Stéphane Séjourné est au Liban, est à Beyrouth pour rencontrer des dirigeants libanais. Oui, mais alors, si vous voulez, Stéphane Séjourné, c'est, me semble-t-il, un peu l'incarnation du problème de la diplomatie française aujourd'hui, avec quelqu'un qui est quand même particulièrement peu légitime, qui a multiplié... il reste néanmoins le ministre des Affaires étrangères. Oui, mais il a multiplié les erreurs, il est très peu sûr de lui-même. Il jouissait d'une expérience préalable qui était quand même quasiment nulle. Et donc forcément, les interlocuteurs dans des négociations de ce niveau-là ne prennent pas la France au sérieux. Et ça, c'est quand même un drame. Au pays de Tocqueville, au pays de tous ces grands ambassadeurs de la France, moi, ça me désespère un peu, je dois dire. Un accord de trêve qui peut aboutir, Elliot Maman? Non, oui, simplement préciser que la France n'a pas véritablement de place en tant qu'interlocutrice, hélas, puisqu'elle est tout de même contestée par l'intégralité des parties prenantes de l'axe chiite, qu'il estime comme étant l'un des pays les plus islamophobes au monde. Il faut aussi se rendre compte de la prégnance de ce qu'il se passe au Proche-Orient par rapport aux attaques dont nous sommes directement victimes en France. Naturellement, ces pays-là n'estiment pas que les États-Unis sont un pays avec lequel ils sont en sympathie morale beaucoup plus prononcée que la France. Simplement, ils reconnaissent qu'ils ont une supériorité matérielle qui d'ailleurs a une traduction assez directe dans la région. Donc c'est peut-être aussi pour cette raison, avant de blâmer excessivement l'exécutif français, même si je comprends naturellement vos regrets. Est-ce que cet accord de trêve de paix pourrait avoir lieu? C'est une possibilité, étant entendu qu'au Proche-Orient, un accord de paix définitif
a une durée d'expiration d'environ 1 an, puisque quoi qu'il arrive, la folie meurtrière des parties constituantes de ce fameux axe chiite se réveille. Il s'agit toujours de contester la légitimité de l'existence de l'État israélien, de l'ennemi sioniste comme il l'appelle. Et par ailleurs... Mais Elliot, permettez-moi, il y a quelques temps à peine, au moment de la mort d'Ismaël Haniyeh, de Fouad Choker aussi également du côté du Liban, on imaginait que ces négociations ne pourraient jamais aboutir, qu'elles n'auraient même plus lieu, qu'on était au point mort. Et aujourd'hui, on a la sensation tout de même qu'on avance. Oui, vous avez raison, mais dans le même temps, par exemple, le chef des Houthis a déclaré il y a environ 1 heure que la riposte iranienne, en réalité, prenait du temps puisqu'elle allait être encore plus massive que tout ce que les scénarios pouvaient prédire. Donc on voit que tous les acteurs ne sont pas non plus dans cette volonté de paix et de calme des tensions. Et surtout, une fois encore, peut-être qu'en effet l'accord sera trouvé et ce serait tout à fait salutaire, d'autant que vraisemblablement le président américain a tout de même une position plutôt d'équilibre qui ne viserait pas à condamner excessivement les Israéliens, contrairement à ce que l'on peut parfois entendre chez certaines voix de la diplomatie occidentale, ce que je regrette. Néanmoins, la paix au Moyen-Orient a souvent été souhaitée, des accords ont souvent été signés et on a vu que sur le long terme, ces accords reviennent. Oui. Exactement, notamment puisqu'on se retrouve avec des acteurs comme Hassan Nasrallah au Liban, le chef du Hezbollah, comme les Houthis, comme les gardiens de la révolution qui en réalité ne souhaitent que ces accords pour pouvoir se réarmer. Et du moment que le calme qui aura été permis grâce à ces accords leur aura permis de reconstituer des forces qui leur semblera intéressantes, ils pourront reprendre leur velléité à l'égard de l'État israélien. Naïm Bestanji, est-ce que la pression internationale est en train finalement de payer la pression des États-Unis et d'autres pays européens aussi? Alors, pour ce que j'en sais, M. Netanyahou est assez imperméable à ce type de pression-là, puisqu'il est très contesté déjà, ne serait-ce qu'au sein d'Israël, par une bonne partie de la population, surtout par les familles des otages. Eh ben, si vous me le permettez, oui. on peut écouter effectivement certains Israéliens, puisque effectivement vous parlez de pression du peuple israélien. Ils sont de plus en plus nombreux à réclamer la fin de cette guerre, la libération des otages. C'est le cas de ces manifestants interrogés aujourd'hui à Tel Aviv. Nous avons besoin d'un cessez-le-feu pour récupérer tous les otages. Nous ne pouvons plus faire confiance au gouvernement israélien. Ça fait 10 mois qu'il torpille tous les efforts déployés pour parvenir à un accord. Nous savons qu'il y a un sommet aujourd'hui. Nous n'avons que très peu d'espoir quant au sérieux de la délégation israélienne pour signer l'accord. Nous appelons les nations du monde à nous aider à remédier à cette situation, à faire pression sur les deux parties et en particulier sur le gouvernement israélien qui ne fait que traîner les pieds et éviter de signer un accord sur les otages. À l'équipe de négociation, si un accord n'est pas signé aujourd'hui ou dans les prochains jours lors de ce sommet, ne retournez pas en Israël. Vous n'avez aucune raison de retourner en Israël sans accord. Il vaut mieux que vous restiez là-bas, que vous disiez que Netanyahou fait échouer l'accord, que vous n'avez pas de mandat, que vous n'avez aucune raison de retourner en Israël les mains vides. Quand on écoute ces proches d'otages, on a la sensation aujourd'hui qu'il n'y a pas de retour en arrière. Le gouvernement israélien doit trouver une solution, doit signer un accord de paix. C'est en tout cas le souhait de ses proches d'otages. C'est aussi le souhait de plus en plus d'Israéliens, Naïm. C'est le souhait de plus en plus d'Israéliens et notamment des familles d'otages. Mais le gouvernement israélien, lui, son objectif, c'est d'éradiquer le Hamas. Voilà, les familles des otages, pour eux, d'après ce qu'on peut constater, c'est secondaire. Moi, je considère qu'ils n'éradiqueront jamais le Hamas parce que s'ils arrivent à éliminer les gens, c'est pas comme ça qu'ils élimineront l'idéologie. C'est même plutôt ils vont attiser les braises et même là ils sont en train de fabriquer de futurs terroristes pour Israël, c'est certain. Mais au-delà de ça, Netanyahou est donc assez imperméable aux pressions. Aux États-Unis aussi, il y a une montée en puissance des pro-palestiniens au sein du Parti démocrate. Donc ça peut jouer aussi à terme sur les négociations. Et puis il faut savoir aussi que moi j'étais en Israël il y a un peu plus d'1 an, bientôt 2 ans. J'ai été surpris de constater que les Israéliens, en tout cas ceux avec qui j'ai discuté, sont obsédés par leur sécurité légitime. Ils sont obsédés par ça. Ils ne cherchent pas trop à savoir ce qui se passe en Cisjordanie et à Gaza. Tout ce qu'ils veulent, c'est que ce soit calme. Voilà. Donc ils n'avaient pas conscience, la population n'avait pas forcément conscience de ce qui pouvait se passer. Par contre, ils se sentent cernés. Ils se sentent cernés par le Liban, par l'Iran,
par le Hamas à Gaza, ils savent qu'ils doivent gérer plusieurs fronts. Et ça pèse aussi sur les négociations. Ce n'est pas seulement Hamas, Liban, Iran, c'est tout cet ensemble-là qui pèse sur la population. Et Benyamin Netanyahou, lui, il est un peu aussi pris en étau avec la partie radicale de l'extrême droite de son gouvernement qui, elle, ne veut absolument rien savoir. Il y a un autre fait majeur aujourd'hui, au-delà de ces négociations, c'est qu'après 17 ans d'absence, Mahmoud Abbas veut se rendre à Gaza. Écoutez sa prise de parole, c'était il y a quelques heures devant le Parlement turc à Ankara. J'annonce devant vous, devant le monde entier et devant notre peuple palestinien, puisque nous n'avons pas d'autre solution, que j'ai décidé de me rendre à Gaza avec d'autres dirigeants frères palestiniens. Et voilà, Mahmoud Abbas qui donc 17 ans après souhaite se rendre dans la bande de Gaza. Ce possible voyage, ces avancées prometteuses, voilà, des discussions pour un accord de trêve et la libération des otages. Jean-Marie Godard, on ne peut qu'y voir des signaux positifs. Même si, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il faut toujours se montrer prudent. On le sait, la situation régionale est plutôt explosive. Oui, on peut y voir tout à fait des signaux positifs. Moi, il y a une question que je me posais, c'est est-ce que Benyamin Netanyahou veut un accord ? Parce qu'il a une situation personnelle quand même qui est très compliquée. Il y a eu, avant le 7 octobre, il y avait une crise politique très importante en Israël. Avec des manifestations monstres contre sa politique. Il a plusieurs affaires en justice qui sont quand même bien embarrassantes. Et tout ça est en stand-by tant que le conflit dure. Donc, oui, sa responsabilité dans les attaques du 7 octobre aussi. Il y a une vraie question, oui, ça aussi, il va y avoir une commission d'enquête. Bien sûr. Et cette question, elle a déjà été soulevée par plusieurs spécialistes, effectivement, et même en interne aux forces de sécurité israéliennes. Il y a une vraie question autour de est-ce qu'il y a une vraie volonté de Benyamin Netanyahou que le conflit cesse ? Parce que l'arrêt du conflit signifie pour lui effectivement de voir des ennuis internes. Allez, on va marquer une courte page de publicité. On revient dans un instant.